Allez, cette question à présent, Nicolas Hulot, est-il le ministre des dossiers piégés? C'est la question que se pose Marianne dans son dernier numéro au vu des dossiers chauds qui attendent le ministre de la Transition écologique. Hervé Nathan, bonjour. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. On voit la une cette semaine, pas de vacances pour monsieur Hulot. On aura compris évidemment la petite blague. Sérieusement, Nicolas Hulot, il présente ce mercredi son plan d'action climat. Sa feuille de route, si j'ai bien compris, parce que j'ai lu votre enquête, elle est très ambitieuse. C'est plus ambitieux que le discours de campagne du président, enfin de l'ex-président, avant que Macron soit président. C'est très ambitieux. C'est-à-dire que le projet qu'a envoyé Nicolas Hulot au Premier ministre et au Président de la République, son projet de feuille de route qui sera arbitré en courant du mois de juillet, et ça contient entre autres le plan climat qui lui sera présenté après-demain, mercredi. Ce projet est beaucoup plus ambitieux que ce qu'on pouvait attendre de la part d'un gouvernement dans lequel il y a à la fois Emmanuel Macron qui avait dit 2-3 choses seulement pendant sa campagne, puis ça n'avait pas été un de ses thèmes de bataille, l'environnement, l'écologie, ce n'était pas un de ses thèmes de bataille, même s'il avait parlé devant un certain nombre d'associations dont le WWF. Et Édouard Philippe, qui est l'ancien directeur des affaires publiques d'Areva, qui n'est pas vraiment connu pour être un grand écologiste. Donc ce gouvernement constitué, et puis à Bercy, il y a Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, là non plus, on ne voit pas où est l'écologie, on ne voit pas où est l'ambition environnementale. Mais la surprise, c'est que Nicolas Hulot, qui est fort de sa popularité personnelle, de son statut de ministre d'État, maintenant il y en a un de moins, puisque François Bayrou est parti, il n'a pas été remplacé en tant que ministre d'État. Donc ministre d'État, ça veut dire que, en théorie, même si la Constitution ne dit rien là-dessus, il a un champ plus large que son simple portefeuille, il a le droit d'aller regarder un petit peu ce qui se passe chez ses amis, chez ses collègues, je veux dire. Et bien il a présenté un projet dans lequel il y a un mot qui a retenu notre attention, c'est celui de neutralité carbone. C'est-à-dire que dans sa feuille de route, il propose que la France se donne comme ambition en 2050 d'arriver à la neutralité carbone. Or, c'est un terme qui est très précis, c'est un peu technique. La neutralité carbone, ça veut dire que la France n'émettra pas plus de CO2 c'est émission zéro de CO2, sauf à compenser. C'est-à-dire que si on émet du gaz à effet de serre, si on plante des arbres, on peut éventuellement compenser en plantant des arbres, c'est ce qu'on appelle les puits de carbone. Donc, c'est une technologie... C'est pas une technologie, c'est juste une manière de penser le développement humain et le développement économique en disant, bon, si on commence à émettre du CO2, il faut trouver les moyens de le compenser. Mais d'abord, ce qu'il y a dans le plan, sous l'expression neutralité carbone, c'est un plan qui s'appelle Négawatt. C'est une toute petite association qui s'appelle Négawatt, watt négatif, c'est-à-dire la négation du watt, c'est-à-dire, en fait, c'est eux qui ont créé, qui travaillent depuis une dizaine d'années sur ce scénario, qui le mettent à jour tous les 2-3 ans. La dernière mise à jour a eu lieu en début d'année, et qui évalue comment on pourrait arriver, effectivement, justement à l'horizon 2050, à une France, à un hexagone qui n'émettrait pas plus de gaz carbonique, de gaz à effet de serre, qui n'en produit. Pour ça, c'est assez radical et c'était pas du tout dans la campagne d'Emmanuel Macron. Il faut réduire les consommations d'énergie de 50%. Il faut fermer toutes les centrales à charbon. Éventuellement, il faut fermer celles au gaz, sauf à mettre au point des technologies où on produit du gaz à partir du vent éolien et qu'on stocke, qui permet de stocker l'énergie. C'est une technologie qui existe déjà. Notamment au Portugal, dans un certain nombre de pays, qui est un peu balbutiante, mais qui semble en tout cas exister et être validée. Donc tout ça, ce serait, si c'était accepté par le Premier ministre et par le Président de la République... Il va le suivre? Est-ce que le Président Macron va suivre Nicolas Hulot d'une certaine manière, sur ce chantier-là? Les déclarations faites par le Président de la République récemment laissent penser qu'il est ouvert. Pourquoi? D'abord parce que sa poignée de main avec Donald Trump et ses relations avec Donald Trump lui ont fait découvrir tout d'un coup le profit politique qu'il pouvait gagner en étant le champion du développement environnemental pour le président de la République. C'est-à-dire que lorsqu'il a inventé le slogan « Make our planet great again » contre Donald Trump, tout d'un coup, il s'est senti pousser des ailes et une certaine popularité au-delà des frontières, d'une part, et d'autre part, il a pressenti, c'est quand même quelqu'un qui réfléchit vite, il a pressenti
que finalement la lutte contre le climat pouvait être un des axes de développement et de retour de la croissance pour le pays, pour son pays, pour la France. Sans avoir fait campagne là-dessus. Sans avoir vraiment fait campagne là-dessus, mais il y a un certain nombre de déclarations. C'est quoi? C'est la réduction de la part du nucléaire à 50% de l'offre électrique. Absolument. Sachant que tout le monde considère que c'est hors de portée. De toute façon, non, attendez. D'abord, cet engagement-là est déjà pris. C'est l'engagement de la loi de transition énergétique votée sous François Hollande par Ségolène Royal, Ségolène Royal avait défendu, voté sous le quinquennat précédent, et qui, normalement, est l'objectif admis par tout. Simplement, il a repris, en disant lui-même, d'ailleurs, dans un certain nombre d'entretiens pendant la campagne, on ne sait pas trop comment on va y arriver, mais bon, on le maintient. Il s'était aussi engagé dans l'interdiction des plastiques dans les biberons et des néonicotinoïdes, des perturbateurs endocriniens. Il a fait un certain nombre d'engagements comme ça assez précis, mais qui avait l'air sectoriel comme ça. Donc les perturbateurs endocriniens, les néonicotinoïdes, donc ce qui a donné lieu au bras de fer. Certains pesticides. Cette affaire sur les pesticides tueurs d'abeilles, Nicolas Hulot a fait plier Matignon. Emmanuel Macron a arbitré en faveur du ministre de l'écologie, pour le coup. Alors, c'était j'ai bien compris. Hein. Oui. Alors l'histoire est un petit peu plus complexe que ça. En fait, à l'arrivée du nouveau gouvernement, dans l'installation, il y avait un ministre de l'Agriculture élu du Cantal, qui était extrêmement sensible aux arguments du lobby agricole et du lobby agro-industriel. Donc plutôt pour les pesticides, et il a pensé qu'il y avait une demande sur son bureau. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les dossiers ministres. Quand les ministres arrivent prennent leur fonction, il y a le dossier ministre. Tous les dossiers en cours. Voilà, et donc c'est tous les dossiers en cours, et notamment les dossiers urgents. Alors on vous dit, ah ben voilà, il doit y avoir une discussion à Bruxelles, il faudrait que la France abandonne son interdiction très ferme, assez ferme des pesticides néonicotinoïdes, c'est tueurs d'abeilles. Donc tueurs d'abeilles, parce que les agriculteurs ont besoin de ces produits-là, les produits phytosanitaires, c'est important, etc. Donc on fait passer ça. On demande l'arbitrage de Matignon en disant dans le bazar, ça peut passer. Et effectivement, ça a failli passer, sauf que à la conseillère environnement de l'Élysée commune avec Matignon. Madame Diane Simu, elle, c'est quelqu'un qui est très au fait de ces choses-là, pour la bonne raison qu'elle était avant sous-directrice du WWF, justement chargée des questions d'environnement et d'agriculture. Donc elle a vu passer le dossier. Évidemment, ça a permis d'alerter Hulot tout de suite en disant attendez, il y a un loup. Et puis c'est quand même elle la conseillère de l'Élysée et de Matignon. Donc Emmanuel Macron arbitrage en faveur de Nicolas Hulot au détriment du ministère de l'Agriculture. Ministère des dossiers piégés, c'est votre couverture. Il y a plein de dossiers en cours. Il y a Notre-Dame-des-Landes, il y a les perturbateurs endocriniens, justement. D'abord, c'est le problème un peu qu'a découvert Nicolas Hulot, c'est l'enquête qu'on a faite. Nicolas Hulot a découvert, justement dans son dossier ministre, énormément de questions qui restaient en suspens. Alors, il y avait Notre-Dame-des-Landes, la question absolument pas réglée par le Premier ministre précédent, Manuel Valls, malgré ses coups de menton autoritaires, en disant puisqu'il y a eu un vote, il y a eu un référendum local dans la Loire-Atlantique qui a donné une majorité pour la construction de Notre-Dame-des-Landes, sauf qu'il a été incapable de faire commencer les travaux. Donc la question reste pendante. Le Premier ministre s'était engagé pendant la campagne, assez discrètement là aussi, à dire moi je vais tout remettre à plat, on va reprendre la concertation, je me sens pas trop engagé. Et donc Nicolas Hulot a obtenu très rapidement qu'on démine, en tout cas temporairement, au moins pour 6 mois, le dossier en nommant trois médiateurs, mais qui pour la première fois, ce que le précédent gouvernement avait refusé, y compris à Ségolène Royal, les médiateurs ont l'obligation d'aller regarder une solution qui serait l'agrandissement de la piste actuelle qui est de l'aéroport Nantes-Atlantique, qui était la solution alternative à la construction de Notre-Dame-des-Landes. Donc ça remet tout le dossier, d'une certaine manière ça remettrait tout le dossier à plat, et donc on verra dans 6 mois ce que ça donne. Là, l'arbitrage du président de la République comptera dans la feuille de route, on verra pour le coup si la feuille de route est acceptée jusqu'au bout. Bon, dernier dossier piégé parce qu'on manque de temps, Hervé. Il y a les boues rouges, j'ai vu aussi en Méditerranée, liées à des rejets d'aluminium, je ne sais pas quoi, d'une usine, enfin je ne suis pas un expert. Oui, il y a une usine d'alumine qui est dans les Bouches-du-Rhône et dont les boues rouges empoisonnent les Calanques, qui est un parc national très célèbre, et qui déverse, alors moins qu'avant, parce qu'il y a encore une dizaine d'années c'était des quantités considérables, mais qui continue de polluer un parc national protégé. Et Ségolène Royal avait été battue
dans l'arbitrage. C'est le Premier ministre Manuel Valls s'était passé par-dessus sa ministre pour donner l'ordre au préfet d'autoriser les boues rouges, de faire l'arrêté d'autorisation de l'épandage de boues rouges au fond des calanques. Évidemment, les associations reviennent à la charge et demandent à Nicolas Hulot de faire inverser la décision. Mais là, c'est une décision du Premier ministre, ce n'est pas une décision de Nicolas Hulot. Donc c'est un dossier piégé, parce que ça signifie que Nicolas Hulot, plutôt qu'il va se battre contre ses propres amis, plutôt que de faire avancer ses dossiers à lui. Il y en a un certain nombre d'autres comme ça qu'il a découvert à peu près. Il y a aussi la raffinerie de la Med qu'il a découvert totalement en arrivant dans son ministère, où les associations l'ont alerté devant un projet qui consiste à aller raffiner de l'huile de palme qui viendrait de l'extérieur. L'huile de palme, c'est un des motifs de déforestation les plus importants sur la planète. Évidemment, il avait fait transformer en biocarburant, c'est ça, les transformer en biocarburant. Évidemment, Nicolas Hulot avait pris position avant, lorsqu'il était président de la Fondation pour la nature et l'homme, c'est la fondation Hulot pour la nature et l'homme, c'était sa fondation. Évidemment, il avait pris position à plusieurs reprises contre ce type de pratique et il se trouve confronté maintenant à devoir prendre ou pas un arrêté. À chaque fois, il y a des emplois, il faut trancher et c'est des choses qui auraient dû être tranchées par le gouvernement. Il y a des emplois derrière la clé. Il y a toujours des emplois derrière la clé. Les boues rouges, il y a 400 emplois et à chaque fois, il faut... Voilà, et maintenant, il est dans le dur. Des dossiers qui auraient pu être dégagés par le précédent quinquennat. Bon, voilà, des dossiers minés que Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, trouve sur son bureau. C'est pour ça qu'on va avoir la couverture qu'il n'y aura pas de vacances pour Monsieur Hulot. Mais on verra peut-être ce que donneront les discours du président de la République et du Premier ministre pour savoir justement quel sens ils comptent donner à leur action en matière d'environnement. Ça va être un moment important pour Nicolas Hulot. Ouais, merci à vous. Merci Hervé Nathan, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci.